Les parents le savent. Si on a un enfant qui a du mal à s'intégrer dans le processus scolaire, qui n'écoute pas en classe et qui est dissipé au point de déranger ses petits camarades, l'inquiétude est grande. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. On sait depuis plusieurs années maintenant que nombre de ces enfants souffrent de ce qu'on appelle le trouble de déficit d'attention, qui peut être accompagné d'hyperactivité et d'impulsivité. Des recherches ont permis de découvrir une cause physiologique probable à ce problème, ce qui permet de mieux comprendre ces enfants et de les aider. Oh, ils ont changé de place? Celui-là à droite? Benjamin et sa sœur Briani visitent l'Écomuséum dans l'ouest de Montréal. Ou des luttes de mer? Oh, oh. Benjamin, qui semble ici si sage, souffre pourtant du trouble de déficit d'attention. Ah, oh, regarde, ça l'a caché dans la neige. Ça va être encore plus difficile. Chez lui, comme dans 60% des cas, ce trouble est accompagné d'hyperactivité et d'impulsivité. Pour les parents, c'est un casse-tête. Ça n'a jamais été maman dit oui, papa dit non. Une journée c'est oui, l'autre journée c'est non. On a toujours été très, très, très consistants. On savait que c'était important. Et puis, malgré tout ça, c'est un enfant gâté, il fait n'importe quoi, il vous contrôle, c'est un enfant roi, il aura besoin d'une bonne volée, c'est un enfant gâté. Ah, il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. À la garderie, Benjamin était un trouble-fête. Il n'écoutait pas. À l'école, c'est la catastrophe. Impossible de le contrôler. On était à bout de solutions. Et là, on réussit à se rattraper puis à regarder vers le futur. Puis voici ce qu'on pourrait faire pour passer à travers. C'est sûr qu'il ne peut pas aller à aucune école. Même s'il a un quotient intellectuel très élevé, Benjamin, il ne peut pas fonctionner dans une autre école. Il dérange les autres, et puis il parle toujours. Il exprime toutes ses pensées. S'il lit, il va lire à voix haute. S'il fait un problème, il va parler. C'est dérangeant dans une classe. En dernier recours, Benjamin s'est retrouvé à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Donc, c'est le premier mot. C'est une classe spéciale. Un seul professeur pour quelques élèves. Est-ce que tu es capable d'arrêter? Claude? Ici, ce sont des cas lourds sous thérapie. Pour aider ces enfants en vue d'un retour dans une classe normale, l'éducatrice n'est pas seule. Madame Pipi, j'ai fini. Elle est appuyée par une équipe de professionnels qui se réunit chaque semaine. 2 psychiatres mènent la discussion. Les docteurs Nathalie Grisenko et Rida Joubert. Quand il y a des crises, elle était capable de s'exprimer, c'est quoi son problème, donc c'est la crise qui s'ensuit. Les enfants sont évalués. On note leur progrès tant à l'école qu'à la maison. Pour cela, l'avis des parents et des professeurs est important. Il faut s'assurer que les enfants souffrent vraiment d'un trouble du déficit d'attention. Être turbulent ne suffit pas. Pour établir ce diagnostic, les spécialistes observent 9 symptômes. L'enfant doit en montrer au moins 6 sur une période minimale de 6 mois. Et certains doivent apparaître avant l'âge de 7 ans. Environ 5% des enfants souffrent du déficit d'attention à des niveaux divers. C'est vrai dans tous les pays, dans toutes les cultures. L'hypothèse la plus acceptée pour expliquer ce trouble, un retard de développement du cerveau. Certaines parties du cerveau qui contrôlent l'attention peuvent ne pas être matures ou bien ne pas maturer de manière normale et donc peuvent donner naissance au trouble de l'attention. Donc, ce qu'on peut dire, c'est vraiment un trouble développemental. Des parties du cerveau de ces enfants, en particulier le cortex préfrontal, présentent un retard de développement dans le métabolisme de la dopamine, un neurotransmetteur. Cette zone cérébrale est impliquée dans la pensée, l'attention et la planification. À cause de cela, ces enfants sont mal équipés pour réussir à l'école. Leur cerveau n'est pas prêt. Ils ne sont pas capables de porter attention à des petits détails et qui ne sont pas capables de porter attention longtemps. C'est des enfants qui oublient des gants, puis des mitaines, des crayons partout.
C'est des enfants aussi qui ne sont pas capables de s'organiser. Alors, quand ils ont une tâche à faire, ils ne sont pas capables de prioriser des choses, ni de faire un plan, comment le faire. La zone préfrontale intervient aussi pour inhiber les impulsions et les pensées inappropriées. C'est pourquoi ces enfants contrôlent mal leur impulsivité. Ils se fâchent plus facilement. Ils ont peu d'amis. Ce trouble touche 4 fois plus les garçons que les filles. Si tu as fini avant, tu viens me voir. D'accord? Pour évaluer la sévérité du trouble, plusieurs tests sont utilisés. Bon travail. Ici, Claude, un camarade de Benjamin, doit faire un devoir de mathématiques. Il est seul dans la pièce. Il ne le sait pas, mais derrière un miroir sans teint, Joanne Bellingham évalue son déficit d'attention. On a une fiche d'observation où on regarde à tous les 30 secondes pour voir est-ce que l'enfant est à la tâche. Est-ce qu'il va rester à faire ses mathématiques ou est-ce qu'il va se lever ou est-ce qu'il va jouer avec son crayon ou quoi que ce soit. Après moins d'une minute, Claude n'en peut plus. Il délaisse son devoir. Et c'est le début de comportements qui perturberait n'importe quelle classe. Il ne tient pas en place, il se lève, il joue avec son crayon, il chantonne. C'est n'importe quoi plutôt que son devoir. Ce n'est pas une question de volonté ou d'éducation. Claude ne le fait pas exprès. Il est incapable de porter attention longtemps à une tâche. Son retard neurodéveloppemental se manifeste par un manque de dopamine, un neurotransmetteur. On sait que s'il y a une diminution de la dopamine dans certaines parties du cerveau, la capacité de l'enfant ou bien de la personne à s'orienter vers la tâche devient moins bonne. Et ça demande un effort psychologique beaucoup plus important qui ne peut pas être soutenu pendant longtemps pour pouvoir faire ce que la personne doit faire. Donc, ce n'est vraiment pas un défaut de caractère, c'est une fonction élémentaire cognitive, neurocognitive, qui est perturbée et dont le traitement est tout à fait possible maintenant. Ce qui est très efficace avec le trouble déficit d'attention et hyperactivité, c'est les médicaments. Les psychostimulants sont très efficaces. À peu près 70 à 80 % de la population répond très bien aux psychostimulants. Et les réponses, c'est vraiment comme jour et nuit. On le voit. Claude, prends ta médication, s'il te plaît. J'ai ton verre d'eau aussi, si tu veux. Contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ces médicaments ne sont pas des somnifères pour calmer des enfants turbulents. Ce sont des stimulants qui augmentent l'action de la dopamine. Pour le moment, c'est le moyen le plus efficace pour suppléer le retard de maturation du cerveau. Comme chaque enfant est un cas unique, la dose choisie est importante. On va retourner en classe? Ouais. OK. Merci. Une dose trop faible et l'effet sur la libération de la dopamine ne suffira pas à corriger les symptômes. Une dose trop forte et trop de molécules de dopamine agiront. Ce sera l'effet zombie. L'enfant semblera éteint. La bonne dose et le cerveau pourra mieux fonctionner. L'enfant sera capable de porter attention pendant longtemps. OK, donc je vais te donner ton crayon. Le Ritalin ou méthylphénidate agit rapidement. 1 heure après la prise du médicament, Claude est de nouveau testé. C'est le jour et la nuit. Il ne chantonne plus, ne quitte plus sa chaise, ne joue plus avec son crayon. Il est capable de faire son devoir tout d'un trait. 15 minutes d'attention soutenue. La feuille d'évaluation le montre bien. Avant et après. Benjamin, on va faire un jeu ensemble aujourd'hui. Comme chaque cas est unique, l'évaluation est fondamentale. Je vais te montrer des séquences. Qu'est-ce que ça veut dire, une séquence? Ici, Benjamin doit reproduire les gestes de l'évaluatrice.
un test d'attention et de mémoire spatiale. À ton tour. Ils s'en tirent plutôt bien. La prise de psychostimulants n'est pas banale, surtout chez un enfant. On continue? Elle peut provoquer des effets secondaires, comme la perte d'appétit et des difficultés à s'endormir. Pas étonnant que tant de gens craignent le recours abusif à ce genre de solution. C'est vrai que c'est difficile pour un parent de donner à ton petit bout de chou de 6-7 ans un médicament, mais j'ai réussi à passer par-dessus ça, à m'y informer, à savoir ce que le médicament avait comme effet et de le voir chez Benjamin, le bien que ça lui faisait. Maintenant, si je pouvais trouver une autre solution pour remplacer le médicament qui serait tout aussi efficace, parfait. Quant à la crainte des parents que le médicament pousse les enfants vers les drogues, les études démontrent plutôt le contraire. En vieillissant, ce sont surtout les enfants non traités qui ont tendance à s'automédicamenter. Ils cherchent alors la solution dans la cigarette, l'alcool, les drogues. Vous réfléchissez dans votre tête en premier. Vous trouvez c'est quoi la réponse? Les psychostimulants peuvent aider beaucoup, mais ils ne règlent pas tout. Ces enfants ont aussi de la difficulté à socialiser, à suivre les règles. Des pirouettes. On va demander à Jean. Ils sont souvent punis. Ils vivent en marge des autres. On doit les aider à mieux vivre. Dans Tourloupette, c'est qu'ils vont faire des petites choses. Il faut aussi regarder d'autres approches. Il faut aussi travailler avec l'enfant, son estime de soi. Ce qu'on offre, c'est des groupes d'habileté sociale. C'est des enfants qui, très souvent, ont des difficultés à avoir des amis. C'est des enfants qui ont des problèmes de colère. Alors, on travaille avec l'enfant. Avec le temps, le cerveau des enfants va se développer. Il peut même réussir à rattraper le retard. En vieillissant, la majorité des enfants guérissent. Mais le trouble persiste sous une forme souvent atténuée chez presque 50% des gens une fois adultes. Or, chez ces adultes, le déficit d'attention n'est pas souvent traité. De quoi rendre leur vie parfois difficile. Ces gens-là ont souvent des difficultés à maintenir un travail, donc ils finissent par déprimer, par désespérer. On voit que, par exemple, il y a plus d'impulsivité et donc également plus d'instabilité maritale, plus de divorces, plus d'anxiété, plus de consommation de drogue, parce que certains vont aller chercher des drogues pour justement s'auto-traiter. On croit que 70% des causes du trouble d'attention sont d'origine génétique. Moi, je pense que vous allez avoir une surprise. Pas sûr que ça va être ça. Michel, la mère de Benjamin, en lisant sur le sujet, a découvert qu'elle en souffrait elle aussi. Parfois, je lui en voulais parce qu'elle agissait de telle ou telle façon. Elle oubliait ses clés quelque part. Elle oubliait de prendre un médicament. Elle oubliait de donner quelque chose aux enfants. Puis je dis, voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est pas difficile. Mais c'était son déficit d'attention. Alors, on a réalisé beaucoup là, dans le couple de cette façon-là, que c'était pas pour mal faire, que c'était pas volontaire, que c'était malgré elle. Alors ça a aidé aussi un peu à focusser peut-être sur le problème, sur Benjamin, puis vivre avec la situation. Le temps aidant, à mesure que le cerveau de Benjamin va se développer, sa condition va s'améliorer. Comme environ 50% des enfants atteints, il pourrait en guérir naturellement. Bien traité, ce déficit ne l'empêchera pas d'ouvrir ses ailes et de prendre son envol. Oui, s'il vous plaît, ouvre tes ailes.